بنجامین بریر فرانسوی 1079 روز گروگان جمهوری اسلامی بود. به مناسبت انتشار کتاب خاطراتش آزادی با او در پاریس گفتگو کردم. موقع آماده شدن برای گفتگو آستینش را بالا زد و تتوی دستش را نشان داد. 2 بار به 2 مدل مختلف آزادی را تتو زده بود. آستینش را بالاتر زد و پشت بازویش تعدادی عدد ردیف شده بود. شماره زندانی خودش بود. بیشتر از 2 سال از آزادیتون میگذره و الان توی فرانسه هستین. حالا چطوره؟ خوبه. الان 2 سال، تقریبا 2 سال و نیم آزاد. اون ترومای 3 سال حبس در زندانهای ایران هنوز همراهیتون میکنه اینجا؟ J'ai encore mal, allez, dar, خیلی زیاد. Mais j'ai beaucoup mal aussi, j'ai encore très mal pour tout ce qui se passe encore là-bas aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de souvenirs aussi qui reviennent par rapport à ce que j'ai vu et ce que j'ai subi. Et en fait, j'ai très mal quand je vois l'actualité, encore une fois, et la répression que là je vois depuis la France, que je ne voyais pas à l'intérieur de la prison. Finalement, je voyais ce qu'ils faisaient aux prisonniers, aux Iraniens surtout, mais je voyais pas ce qui se passait littéralement dehors. Et là maintenant, j'ai un peu plus d'informations et je crois que ça fait encore plus mal. Ouais. Je suis pas en colère contre l'Iran, je suis pas en colère contre les Iraniennes, je suis pas en colère contre les Iraniens. Je suis en colère contre Cumhuriyet Islami, Kuchulu et Badbacht. C'est tout, juste ça. Parce que c'est pas la même chose. Et ça, c'est très important pour moi en tant que Français de le dire, par rapport à mon témoignage, par rapport à raconter cette histoire, par rapport à ce livre. C'est extrêmement important de demander, s'il vous plaît, ça commence par mes parents, ça commence par ma famille. On n'a pas de problème avec l'Iran, on n'a pas de problème avec 95% ایرانی. 3 ماه ویزای بنجامین بریر با شیوع ویروس کرونا تمام شد. میخواست از ایران خارج شود که مرزها را بستند و چند ماه دیگر هم ماندگار شد. نیمه شبی در خرداد 1399 وقتی در ون خودش در دره شمخال نزدیکی مرز ترکمنستان خوابیده بود و منتظر باز شدن مرزها و سفر به پاکستان بود، ناگهان با صدای کوبیدن به در بیدار شد. همیشه اسم شما رو در خبرها و رسانه‌ها به عنوان یک گروگان فرانسوی در زندان‌های ایران خوندن. شاید مخاطبای ایرانی خیلی ندونن شما کی هستین، از کجا اومدین و اصلا چرا ایران بودین؟ Et j'avais très envie de voyager en Iran. Avant, j'habitais beaucoup à l'étranger, en Asie, au Moyen-Orient, et un jour j'ai tout quitté. J'ai acheté ce van et que j'ai construit tout seul. Donc mon but c'était d'aller jusqu'en Inde. Donc j'ai fait toute une partie de l'Europe, la Turquie, l'Irak et l'Iran, où je suis rentré en Iran le 15 décembre 2019. Je devais rester 3 mois parce que c'est le visa maximum 3 mois pour l'Iran. Du coup, mi-mars, je devais sortir du pays et je devais aller au Pakistan et continuer mon voyage. Sauf que quelques jours avant de passer au Pakistan, j'avais mon visa pour le Pakistan, tout était prêt. Il y a eu les frontières de fermer, donc plus possible de quitter l'Iran. Et on a eu tout de suite des papiers du ministère des Affaires étrangères iranien, relayés par les ambassades, toutes les ambassades européennes, comme quoi les étrangers qui sont là, qui peut-être leur visa arrive à expiration, il n'y a pas de problème, puisque là c'est exceptionnel et c'est mondial, donc on avait le droit de rester. Je me souviens être resté 3 semaines à peu près dans le désert de Varzaneh, à côté de Esfahan, pour faire ok, on ne sait pas trop ce que c'est encore Covid et tout. Et puis en fait, il n'y avait pas de confinement réellement en Iran, comme si le coronavirus il s'était arrêté à la frontière. C'est un peu comme ça. Ça commençait les mensonges déjà là-dessus aussi. اصلا قبل از اینکه برید ایران شنیده بودین راجع به جمهوری اسلامی؟ چه شناختی داشتین؟ و اینکه خب شما اولین نفر نیستین که از شهروندان اروپایی یا آمریکایی یا هر ملیتی غیر از ایرانی در ایران بازداشت میشه و به عنوان گروگان ازش استفاده میشه. اصلا
شنیده بودین راجع به این سیاست جمهوری اسلامی یا نه همینجوری فکر می‌کردین که اتفاقی نمیفته و شناختی نداشتین؟ À l'époque, il y a quand même des centaines de milliers de touristes qui vont encore visiter l'Iran. Donc les chances de se faire arrêter, elles ne sont pas plus grandes que de se faire attaquer je ne sais pas où. J'étais au courant effectivement que la République islamique n'a rien d'une république, mais qui a plutôt à voir avec une dictature. Les médias, beaucoup, montrent seulement ce qui ne va pas. Et en voyageant comme ça, on va voir ce qui est beau et on va voir ce qui va. Et on va rencontrer les gens et on va s'intéresser à la culture. Je n'ai pas de regret d'avoir été. Je n'étais pas au courant qu'il y avait des otages même pendant que je voyageais. Ça, c'était très peu médiatisé encore à l'époque. Et en vérité, j'aurais la chance, et c'est vraiment une chance que j'ai eue, de voyager 6 mois en Iran. Et que ça restera un de mes plus beaux voyages que j'ai fait jusque maintenant. Ouais. Et la preuve en est, même si j'ai fait 3 ans de prison otage, je reviens avec plein d'amour et en ayant laissé une partie de mon cœur là-bas, en défendant le peuple iranien et les 90 millions d'habitants et 85 millions d'otages. La République islamique d'Iran veut faire des murs, et ben nous on fait des ponts ensemble au-dessus. Et c'est ça qui m'intéresse. برگردیم از لحظه دستگیریتون. تو اون لحظه کجا بودین؟ چی کار میکردین؟ و چطور یک دفعه مواجه شدین با این که بازداشت هستین؟ Je me souviens parfaitement de cette nuit-là. Dans les médias français, on va dire que j'ai été arrêté en train de faire voler un drone dans une zone militaire ou une zone interdite. Mais en fait, je suis en train de dormir quand je suis arrêté. Je suis en train de dormir dans le van, il doit être 1h, 2h du matin peut-être. Il fait noir et je suis dans le canyon de Shamkhal, à côté de la frontière du Turkménistan. Je crois que c'est à peu près 1 heure de Krouchan. Et voilà, et donc je dors comme toutes les nuits. Et je me souviens très très bien, oui, ça tape sur la carrosserie. Bon bah je mets un short, je mets un t-shirt, je sors, mais tout de suite là j'ai les Kalachnikov braqués sur moi. Donc des contrôles dans la nuit, en Turquie, en Irak, en Iran, il y en a déjà eu. Et dans tous les pays, il y a eu beaucoup de contrôles à chaque fois. En pleine nuit, c'est déjà arrivé aussi. Là, c'était la première fois par contre que j'avais des armes braquées sur moi. Je crois qu'ils étaient 6 ou 7 dans mon souvenir. Il y en a 3 qui avaient des Kalachnikov, ça c'est sûr. Après, les autres étaient armés, je ne sais pas quelle arme, je ne suis pas un spécialiste. Les Kalachnikov, on connaît tous à cause des films. Et c'est plusieurs heures après, où là, il y a un mec des services de renseignement de Kouchan qui est arrivé. Et lui, par contre, c'était pas pareil. Lui, c'était menace, c'était violence, c'était ascendant psychologique aussi, c'était pour prendre le dessus. Et oui, lui, dans le livre, c'est l'homme aux yeux noirs. La violence a commencé, la violence psychologique, c'était tout de suite, de toute manière. La violence physique, elle a été, oui, dans les premières heures, avec cet homme-là. Et ensuite, une semaine après, avec un juge qui frappait pour obtenir, pour dire ok, je suis un espion. Il voulait que je le dise. Et quand je ne disais pas, il recognait. Et puis voilà, ça a duré un petit moment jusqu'à avoir le visage déformé. Moi, j'étais pas dans une prison politique. J'étais avec des prisonniers de droit commun. Donc, Mavad, Kotr, Kourabardari, Hame. Mais on reste des humains, surtout. Il y avait quelques prisonniers politiques, comme je dois leur dire bonjour. Il y avait Kamal Jafari, il y avait Mohamed Seperi, et il y avait Hachem Khastar. Et Hachem Khastar, il est encore vraiment dans mon cœur, très fort. Il y avait aussi des personnes qui étaient juste là parce qu'ils sont sunnites. C'est tout. Ça suffisait, mais on les accusait d'être de Daesh. Et oui, on est des prisonniers, mais en fait, on est des humains surtout, avant tout. Et donc, il y a une vie, on rigole. Bien sûr que oui, on rigole. On est humain. Il y avait quelques prisonniers handicapés mentaux. Moi, je prenais beaucoup de temps avec eux.
C'était des enfants. Peut-être il avait 40 ans, mais dans sa tête, il avait 10 ans. Dans le dortoir, c'est interdit de danser. Moi, je dansais. Mais encore une fois, je suis français. J'avais une valeur marchande. Et donc, j'ai pas subi ce que j'ai vu. Les dos avec Challac, ça j'ai vu combien. J'ai entendu, on m'a raconté. Je me souviens, Abdulrahman Gorgij, il m'a raconté qu'il avait eu une bombe lacrymogène dans l'anus et qu'on lui avait vidé. Et là, cette année, il a été édam. با کسایی هم بودی که به اعدام محکوم شده باشن و یک دفعه با مرگ اونها و اعدام اونها مواجه بشی؟ Je sais pas combien. J'ai pas compté. Mais j'ai pas assez de doigts pour les compter. J'ai même pas assez de doigts de la main et des pieds pour les compter. Juste cette année, il y en a eu 4 de mes amis qui ont été exécutés. Il y a eu Farhad, il y a eu Taj Mohammad, il y a eu Hakim, et il y a eu Abdulrahman. Il y a encore Issa qui est là-bas, dans le Bendo Shishiek. Et voilà, il attend. Je pense juste à leur famille. Je pense juste à leurs femmes, je pense juste à leurs parents qui eux aussi en fait sont otages de ce régime-là alors qu'ils sont dehors. Je sais pas, c'est complètement fou en vérité. On s'habitue jamais à ça. On pense très fort à eux. J'ai toujours une photo que Taj Mohamed il m'avait donnée une rose de son jardin. Voilà, elle est sur mon frigo maintenant. توی اخباری که راجع به شما بود همیشه بحث یک پهپادی بود، یک درونی بود که این وسط به عنوان سند اتهام شما، سند جرم شما بود که بعدش هم به یکی از در واقع اتهام هاتون هم جاسوسی مطرح شده بود. قضیه این درون چیه؟ اصلا داشتین اینو، نداشتین، یا اصلا چرا توی ایران درون پرواز دادین؟ Un drone, j'en avais un. Oui, oui, bien sûr, ça j'ai jamais caché de toute manière. Quand je suis passé la frontière entre l'Irak et l'Iran, à côté de Marivan, j'ai passé une journée avec la police aux frontières, la douane. Ils ont inspecté tout le van, ils ont cherché absolument partout. Il y avait le drone, il y avait mon ordinateur, j'avais mon téléphone, un disque dur pour faire mes sauvegardes, et c'est tout. Mais le drone, c'était un jouet. C'était un petit truc. Et en soi, c'est pas interdit non plus, parce qu'il y en a qui font voler. هیچ اجازه نامه‌ای برای به پرواز درآوردن درون داشتین؟ Alors, j'avais pas eu l'autorisation, mais ils l'ont toujours vu. Après, c'est vrai que niveau renseignement, je m'étais jamais renseigné sur le côté est-ce qu'il faut une autorisation pour faire voler le drone. Après, il y a du bon sens, surtout, que ce soit en Iran, mais même que ce soit en France. Vous voyez des panneaux, vous voyez des interdictions, vous faites pas voler en fait. Ça, ce sera la propagande de la République islamique. Tu as fait voler dans une zone militaire ou dans un endroit interdit. Ok, Kouja. Ils ont jamais dit. Après, ils ont imprimé des photos du drone et ils ont dit ça, c'est là-bas. Je dis non, c'est là. Non, c'est là-bas. Non, c'est là. Je dis oui, mais imprimer un arbre, c'est un arbre. Il peut être n'importe où. بازجوها به چه زبانی صحبت می‌کردن؟ Au début, c'était que en persan qu'ils me parlaient, donc je ne comprenais pas. Et après, tout le temps, les interrogatoires, ça a toujours été en anglais. Donc ils n'ont jamais même ramené un traducteur français. Après, l'anglais, moi, j'ai pas de problème avec l'anglais non plus. Mais il y avait une traductrice à un moment à la Dadga Ngarob, mais en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien, en fait. Ils veulent faire comme s'il y avait une justice indépendante, comme s'il y avait un pouvoir judiciaire, comme ils l'appellent. Et très rapidement, je sais que ma liberté, elle ne se joue pas dans la cour de justice. Le juge, c'est un pantin, c'est un clown, c'est une marionnette. Voilà, c'est tout. Et lui, il le sait. Moi, je le sais, mon avocate le sait, tout le monde le sait.
Mais tout le monde fait le jeu de la justice. Parce que, comme ça, c'est les négociations entre les deux États. Et donc, on est condamné. Moi, j'avais été condamné à 8 ans pour espionnage et 8 mois pour propagande. Mais ils auraient pu mettre 20 ans, ils auraient pu mettre 30 ans. C'était pareil. Ma liberté, c'était pas avec le juge. J'ai jamais été en prison avant. C'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur d'être isolé même par la langue, parce qu'au début, je ne peux même pas parler. C'est extrêmement dur parce qu'on nous ment, parce qu'on nous manipule, mais parce qu'on voit l'insalubrité, on voit la déchéance humaine, on voit les autres souffrir, et on les laisse comme ça, comme des chiens. Ça, c'est très très dur. Ouais. Et puis, c'est les lumières allumées 24 heures sur 24. Et puis, c'est la nourriture qui est infecte. C'est de rester enfermé quasiment tout le temps dans le dortoir. C'est de ne pas avoir le droit de téléphoner à ses proches. Voilà. وقتی تونستی برای اولین بار بعد از اینکه زندانی شدی با خانواده‌ات تماس بگیری چی گفتی بهشون؟ Doucet Dalla. C'est tout. خواهرت بود؟ Ouais. C'est tout. تجربه انفرادی و زندان چی بهت اضافه کرده؟ Quand on est انفرادی مثلا on est juste 4 ساعت انفرادی. On n'a pas de livre, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas tout ça. Donc en fait, on est juste avec nos pensées, tout le temps. Et paradoxalement, en prison ou dans Enferadi, j'ai peut-être réglé des choses avec moi. On a deux options quand on est Enferadi. À Valin, on devient fou. Tovomi, on réfléchit. Et on travaille, on travaille, on travaille. C'est dur, ça fait peur, ça fait mal, ça fait pleurer, on travaille. Et ouais, j'ai réglé des choses. Comme toute expérience dans la vie, on décide de rester dans la colère, la haine de l'Iran, la haine des Iraniens, la haine du régime, ou on décide de transformer. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est transformer. Je ne suis pas revenu et je n'ai pas écrit ce livre-là pour dire « Regardez comment je suis malheureux, regardez comment j'ai été maltraité, oh là là, misérable de moi ». Non, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est « Ok, c'est passé ça, je l'ai vu, comment on fait pour transformer ?» Maintenant, j'essaie de le transformer par des messages de paix et de tolérance envers le peuple iranien pour pas qu'on puisse faire d'amalgame. J'essaie de le transformer pour soutenir les otages actuels et leurs familles et en essayant avec d'autres personnes qui m'accompagnent pour faire ce projet de loi ou cet accompagnement, ce statut d'otage d'État en France. Parce qu'il va y en avoir d'autres après. Sauf si on ne fait pas ça, eux ils seront pareils. Ils vont venir pareil, sans aide. Moi, je veux pas. یکی از مسائلی که در بین ایرانی‌ها خیلی به عنوان یک سوال و پرسش مطرح میشه، هر کی هم نظر خودش رو داره، در مورد مسئله سیاست تبادل زندانی هست که میان جمهوری اسلامی و کشورهای دیگه شکل میگیره. به عنوان یک زندانی سیاسی فرانسوی در زندان‌های ایران، میخوام نظرتو بدونم که چطور فکر میکنی به این سیاست جمهوری اسلامی؟ Alors, il n'y a pas que des échanges prisonniers. Il y a plein de choses, il y a plein d'autres choses différentes. On l'a vu dernièrement au mois de septembre. Au mois de mai dernier, la France avait porté plainte contre l'Iran à la Cour pénale internationale pour non-respect des droits des visites consulaires. Au mois de septembre, la plainte a été enlevée, sans rien dire, sans rien. L'Iran a dit « Ah oui, nous, on n'a pas de problème, évidemment ». Et bizarrement, il y a eu un otage de libéré quelques jours après. Bizarrement, il y a des échanges aussi, effectivement, de terroristes. Je pense à Nouri, je pense à Assadi, à Sadollah Assadi. Il y a aussi des accords au Haut Commissariat des droits de l'homme à Genève. Il peut y avoir des sanctions, réduction, abaissement, annulation. Il y a des fonds bloqués aussi. Ce n'est pas que des échanges de prisonniers, le panel il est large. C'est pour ça que nous on ne vaut rien. 3 ans de ma vie, c'est rien. Personnellement, quand la première fois que j'ai vu le consul de l'ambassade de France à Téhéran, la première chose que je lui ai dit, c'est si je suis là pour un échange, ne négociez pas. On ne négocie pas avec des terroristes.
Parce que sinon, en fait, ils vont continuer. بنجامین بریر نام کتاب روایت‌های خود از 3 سال حبس و شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی را آزادی گذاشته و زیر عنوان کتاب نوشته 1079 روز گروگان جمهوری اسلامی. کتاب تو کجا شروع کردی نوشتن؟ این کتاب آزادی رو در زندان بودی نوشتی یا اینکه بعد از اینکه خارج شدی و به فرانسه اومدی کتاب رو نوشتی؟ J'ai pas écrit le livre en prison, mais j'ai beaucoup écrit en prison. Je me souviens, c'est très rapidement, après une semaine ou deux, 10 jours. Il y a Etilat, ils sont venus dans la prison pour me poser encore plein de questions. Tout le temps, ils demandent, il faut dire, et après, il faut tout écrire. Ça, c'est toujours la même technique pour les Iraniens, pour les étrangers et tout le monde. Donc, ils m'ont donné du papier, ils m'ont donné stylo, et j'ai écrit pendant 3 jours tout ce qu'ils m'avaient demandé. Moi, il n'y avait pas de problème. J'ai écrit ma vie, le voyage, mes relations en Iran, les gens que j'ai rencontrés, tout ce que j'ai fait, pourquoi, comment. Et puis, j'avais terminé, mais je continuais à écrire pour moi. Et puis, le jour d'après, je vais voir le Moudil Dachel de la prison. Et je lui dis s'il a encore Koraz et Khotkar. Il me dit oui, bien sûr, tiens. Et en fait, je continuais. Je continuais. Et j'ai continué tout le temps. Je faisais des copies. Enfin, j'écrivais en double. Donc, il y en avait une où je montrais et je donnais à la sécurité. Et puis après, c'était parti. Et l'autre, j'écrivais tout petit. Quand je suis parti de la prison de Kuchan, après 4 mois, j'ai dit à quelqu'un, je fais, OK, là-bas, il y a plein de feuilles. Est-ce que tu peux le donner à lui? Peut-être il me les sortira. Charles Salbad. Et à Machad, c'était pareil. Machad, j'écrivais presque tous les jours. J'écrivais mes pensées quand j'étais triste, quand j'étais content. C'était vraiment tout. J'écrivais à ma sœur, j'écrivais à ma famille. Après 1 an, j'ai eu le droit de recevoir des lettres de ma famille et j'ai eu le droit de répondre. Alors quand je répondais, et Fazat, ils se sont dit, on va trouver plein de choses intéressantes et on va pouvoir lui dire, tu vois, ça c'est interdit, tu vois ça. Mais je savais. Donc du coup, j'ai écrit des choses pour ma famille, des bêtises, des blagues, voilà. Sauf qu'à côté, j'écrivais beaucoup et je sortais énormément. Pour moi, pour les Iraniens, j'ai plein de témoignages. J'ai sorti plein de témoignages qu'on a traduits en français, que j'ai en persan, des personnes qui sont décédées maintenant, qui ont été pendues. Je les ai sortis, et je les ai pour eux, et je les ai ramenés à l'ONU. L'ONU, ils s'en foutent. Au Haut Commissariat des droits de l'homme, donnez, on va juste archiver. C'est tout. Archiver, c'est des vies humaines. Mais je ne pensais pas que ça deviendrait un livre. Je pense que 80% de tout ce qui est dans le livre, c'était écrit en prison. Emrouz, Jumhuri Islami Raft, Mat Farda Mirim. Et peut-être je demanderai au prochain gouvernement, s'il vous plaît, vous pouvez me laisser aller dans la prison Vakilabad, j'aimerais y retourner pour voir. اون وقت اولین شهری که میری کجاست؟ Sakhez. سقز. چرا؟ میدونی. بگو. Parce que ça, c'est parti de là-bas, parce que j'ai pas vécu et j'ai pas vu ce 16 septembre 2022. Moi, j'étais à l'intérieur. On avait la télé du régime. Donc, choqué. Ich moshkeliniste. Mais moi, la prison, Bendo et Shishiek, on voyait Aruz, Bissi, Panjanafar. C'était des jeunes, ils avaient 15 ans, ils avaient 16 ans, ils n'étaient pas adultes, beaucoup. Voilà, ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est parce que Nazila Maroufian, pour qui j'ai énormément d'amour, a écrit la postface de ce livre. Et je ne le remercierai jamais assez parce que c'était extrêmement important de donner la voix à une femme iranienne dans ce livre. Pour montrer encore une fois la solidarité entre nous. کتاب بنجامین بریر با نوشته از نازیلا معروفیان، روزنامه‌نگار سقزی که در پی جنبش ژینا بارها بازداشت شد و در نهایت به فرانسه آمد
پایان می‌یابد. بنجامین از نازیلا به عنوان دوست خوب خود یاد می‌کند که برایش احترام زیادی قائل است. بنجامین بیریر بعد از آزادی و بازگشت به وطنش زندگیش را وقف تلاش برای آزادی و حمایت از گروگان‌های فرانسوی کرده تا دیگر هیچ شهروند فرانسوی به آن رنجی که او تحمل کرد مبتلا نشود.